nous avons interpellé les médias pour parler du futur mode de renouvellement de l'exécutif des musulmans de Belgique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, depuis 2008, date à laquelle nous sommes rentrés en fonction, nous avons été mandatés pour tenir une concertation la plus large possible avec toutes les composantes de la communauté musulmane, et les conclusions de cette pseudo-concertation se résument en des auditions informelles qui confisquent le dossier aux musulmans de Belgique, qui excluent les femmes, les minorités et surtout toutes les composantes de la communauté musulmane, et qui en plus exclut toute personne qui ne s'inscrirait pas dans la vision monolithique qui est clairement téléguidée par deux institutions, deux fédérations de mosquées, une d'origine turque et une autre d'origine marocaine, qui télécommandent finalement le dossier de renouvellement et qui vise à asseoir un futur renouvellement confiné au sein des mosquées et excluant donc toute une bonne partie de la communauté musulmane de Belgique. Alors les musulmans entendent beaucoup parler de l'exécutif musulman, mais ils ne savent pas toujours ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer quelle est la fonction réelle de l'exécutif des musulmans? Mais en tout cas d'emblée, je tiens à m'inscrire dans votre constat, dans le sens où moi personnellement, j'estime qu'il faut absolument s'inscrire dans une communication, dans une transparence. Cette institution, c'est l'institution pour les musulmans de Belgique. Il serait grand temps que les musulmans puissent être sensibilisés quant à la fonction de cette institution et qu'ils puissent surtout se la réapproprier et éviter qu'on ne fasse un bond en arrière, dans le sens où jusqu'en 89, le dossier du culte musulman était en charge de l'Arabie Saoudite via le cinquantenaire. En 89, un arrêté royal a mis fin à cette gestion saoudienne pour l'ouvrir à un système de démocratisation via des élections, et que finalement on se retrouve maintenant avec un risque de retourner en arrière, où on va donc livrer les musulmans de Belgique aux pays étrangers, en voyant très bien ce qu'au niveau de l'actualité, la Tunisie et l'Égypte nous montrent clairement qu'en tant que gestion de droits et de la dignité des citoyens, eh bien, on est très loin de la démocratisation et on voit très, très, très clairement les enjeux. Alors, pour en revenir clairement aux prérogatives de l'exécutif des musulmans de Belgique, il faut savoir que notre mission s'inscrit essentiellement dans la reconnaissance des mosquées, la prise en charge des finances pour le surplus des frais de fonctionnement des mosquées, la reconnaissance des imams avec la prise en charge de leur salaire, la désignation des enseignants de religion musulmane. Donc c'est vraiment un dossier conséquent, parce que ça va être vraiment le dossier d'éducation des enfants sur leur approche philosophique et religieuse, la désignation des conseillers musulmans dans les prisons, dans les OPPJ, dans les hôpitaux, donc tout l'accompagnement des personnes malades ou incarcérées. Donc c'est vraiment les aider à retrouver un souffle dans leur orientation spirituelle pour sortir de leur maladie, pour sortir de leurs problèmes de société et autres. Et alors donc les parcelles d'inhumation, normalement de travailler sur les dossiers des émissions concédées. Donc c'est vraiment la gestion administrative du temporel du culte. Alors la population musulmane, je pense qu'elle en attend encore un peu plus, surtout lorsqu'il s'agit du voile, l'interdiction du voile à l'école et certains d'autres sujets qu'on ne va pas nommer maintenant. Où se trouve l'exécutif musulman concernant ces dossiers ? Mais l'exécutif musulman de Belgique est un peu mitigé par rapport à ces questions-là, dans le sens où il y a un débat clair qui doit être tenu, à savoir, nous sommes dans un État qui fait la séparation du spirituel et du temporel, la séparation du politique et du religieux. Bon, on sait que c'est de la théorie et on sait très bien que dans la pratique, cette séparation entre le politique et le religieux de manière effective n'est pas vraiment une réalité. Mais il se passe donc que finalement, donc même au sein de l'exécutif, on est interpellé par rapport à la communauté qui voit en nous une représentation symbolique par rapport à la défense de la pratique cultuelle de porter le foulard, et qui nous interpelle et demande de prendre position. C'est vrai que différentes interprétations juridiques en la matière sont de vigueur par rapport à notre rôle à ce niveau-là, mais je pense que ce qui est mis clairement en évidence, c'est que les musulmans de Belgique font un espoir dans l'institution de pouvoir les représenter symboliquement par rapport à cette question ou toutes les questions liées aux faits de société, et que je pense qu'il faut absolument qu'on développe un système qui ne nous mettrait pas en porte-à-faux avec la gestion politique et qui nous permettrait donc de clairement faire en sorte que la gestion de la neutralité de la Belgique soit en application par rapport aux droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes de Belgique, que ce soit la question du foulard ou que ce soit d'autres questions liées à la pratique cultuelle des musulmans. Alors vous tirez une sonnette d'alarme, vous êtes en train de mettre en alerte les musulmans. Maintenant, que devraient-ils faire aujourd'hui pour prendre position et décider de faire les choses démocratiquement ? Mais en tout cas, je tirais la sonnette d'alarme, pas seulement par rapport aux musulmans, par rapport à tous les citoyens belges, parce que je pense que le savoir-vivre ensemble se crée ensemble, et qu'une bonne gestion du culte permettra une bonne reconnaissance de l'identité des musulmans, citoyens belges à part entière et pas citoyens de seconde zone. Et donc pour ça, je pense qu'il y a des responsabilités partagées. Alors autant dans notre intervention lors de la conférence de presse, on envoie des questions à nos politiques de savoir mais quel islam de Belgique est-ce qu'ils veulent, quelle gestion du culte en Belgique est-ce qu'ils veulent, parce qu'il faut savoir que dans ce jeu,
séparation politique et religieuse, il y aura quand même la fin du mot sera quand même du côté des politiques qui devront se positionner sur les dossiers qui seront présentés. Donc d'un côté, j'attire vraiment l'attention pour que les citoyens belges soient conscients des enjeux et ne livrent pas les musulmans de Belgique. Bon, moi je suis belge, je n'ai aucun intérêt et aucun lien avec les pays d'origine, les pays étrangers, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc j'invite vraiment les politiques à être vigilants à ça. J'invite l'opinion publique à prendre conscience des enjeux et de ne pas se tromper de débat. Le débat du terrorisme, c'est un débat que la majorité des musulmans condamnent et ce n'est pas une réalité propre à notre société. Et alors, de l'autre côté, surtout, j'invite vraiment la communauté musulmane, et moi je fais tout de mon côté pour mettre la pression en interne à l'exécutif pour qu'on soit dans la communication, dans la transparence. Et à travers notre projet alternatif, donc, nous avons élaboré un blog. Enfin, 2 en fait. Donc pour le moment, il y a moyen de trouver des archives sur le blog Alternative démocratique des musulmans de Belgique. Mais j'invite vraiment les personnes qui sont acharnées, qui ont vraiment envie de savoir, d'oser s'y aventurer, mais c'est un peu conséquent. Et nous avons donc notre deuxième blog qui est beaucoup mieux structuré maintenant, qui est ADMB. Et on essaie de mettre toutes les grilles d'analyse, toutes les approches techniques des dossiers en jeu, donc aussi bien à la déconstruction du projet de l'exécutif, pour que les gens soient conscients du manque de méthodologie, du manque de professionnalisme dans lequel ça s'est confisqué finalement et dans lesquels on essaie d'imposer une vision monolithique. Et de l'autre côté, j'invite vraiment à ce qu'il y ait une implication massive dans nos concertations que nous voulons défendre, qui pour moi sont légitimes, parce qu'on a instrumentalisé le processus démocratique. C'est clair que dans tout système, il y a des failles, mais les élections générales, c'est le meilleur moyen de sortir des ancrages des lieux de pouvoir et de pouvoir collaborer avec tout le monde, que ce soit la Dianat, que ce soit les fédérations des mosquées et autres, mais de permettre à chacun, citoyen, quelle que soit son orientation spécifique, rituelle, en tant que musulman, mais de pouvoir se positionner, de pouvoir se réapproprier ce dossier et donner son opinion par rapport aux réelles questions qui sont liées au dysfonctionnement du passé et de la saga de l'exécutif. Pour se positionner, pour vous laisser un message, on peut venir sur votre blog et laisser des commentaires, des interventions. On peut laisser des commentaires, on peut laisser des coordonnées. Donc nous sommes vraiment en train de rentrer en contact par région avec différents représentants d'associations, de mosquées et autres qui ne sont eux-mêmes pas informés du dossier du renouvellement via l'exécutif qui est censé les représenter normalement. Je dois préciser que même moi personnellement j'ai été exclue de ce dossier. Je ne suis même pas au courant des agendas, des plans financiers qui ont été demandés, des actions et du dossier qui va être mis prochainement au ministère. Donc il y a vraiment un embargo clair et dictatorial, je dirais même, qui est imposé en interne. Et là, j'invite vraiment à ce que la population, la communauté musulmane prenne contact avec nous pour qu'on puisse donc vraiment dispatcher l'information le plus largement possible et que les personnes compétentes, parce que je suis convaincue qu'on regorge de compétences au sein de la communauté musulmane, mais qu'elles prennent leurs responsabilités en main, qu'elles nous rejoignent pour faire mûrir la réflexion, pour analyser ensemble les questions de fond qui ont permis les dérapages qu'on a connus dans le passé, pour aller vraiment vers une autodétermination, qu'on mette un fin au paternalisme et qu'on permette enfin aux musulmans de développer toutes leurs compétences, leur cohérence et qu'on puisse aller vraiment vers une autonomisation du processus. Il y a des contacts informels qui ont été pris avec différentes institutions ou différentes associations ou différentes mosquées. Et là maintenant, on est vraiment en train de structurer des représentants d'associations, de mosquées et autres du côté de Liège, Verviers, du côté de Mons, du côté de Bruxelles, du côté de la Flandre. Et donc des gens viennent vers nous et nous proposent de mettre ensemble une collaboration pour qu'on puisse donc vraiment présenter la situation et travailler ensemble sur le dossier de concertation qui a été bâclé et bradé. À quand le prochain rassemblement pour mettre au courant la population ? Mais en tout cas, je m'inscris toujours dans l'espoir que cette démarche aujourd'hui soit constructive, qu'on puisse se retrouver clairement autour d'un consensus entre les autorités, entre les gestionnaires du dossier, enfin du dossier de l'exécutif, ou alors peut-être que je devrais dire avec les mandataires diplomatiques ou qui gèrent ce dossier en interne à l'exécutif, et qu'on puisse trouver un consensus ensemble qui puisse correspondre à la réalité de la diversité des citoyens belges musulmans. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on pourra, en tout cas c'est mon espoir, c'est que la prochaine fois on puisse revenir vers vous, vers l'opinion publique et vers les musulmans en disant voilà, on a enfin trouvé un consensus où chacun peut être entendu, chacun peut être reconnu et qui peut vraiment mettre les balises et les garanties pour une gestion neutre, objective, opérationnelle, démocratique, crédible et légitime pour que les musulmans se sentent réellement représentés dans les personnes qu'ils auront choisies. Aujourd'hui, on nous a présenté un projet extrêmement intéressant qui permettra à l'ensemble des musulmans de s'exprimer sur les grandes orientations futures, et donc on est surtout venu écouter. En tant que député écolo, c'est ce que je suis venu faire, c'est écouter les différentes propositions.
À l'époque, le groupe écolo s'était exprimé pour dénoncer ce que nous considérions de la part de Mme Onkelings comme une ingérence inacceptable. Et je pense que le résultat des élections en a témoigné. Je rappelle un chiffre, 10% des musulmans marocains ont participé aux dernières élections, ce qui est vraiment une catastrophe. Et donc je pense qu'effectivement, il faut donner le temps aux musulmans pour s'organiser et surtout ne pas s'ingérer, apporter un soutien, un accompagnement, pourquoi pas, mais mettre fin à toute ingérence, que ce soit de la part du gouvernement belge ou de gouvernement étranger. Je les mets au même niveau. Il faut une séparation. Quelle est votre fonction au sein de l'exécutif musulman? Quel est votre lien? Je n'ai plus rien à voir ni dans l'exécutif ni dans l'Assemblée. Je suis une personne extérieure à tout ce qui se passe là-bas. Vous connaissez l'exécutif des musulmans depuis qu'il a été créé? Oui, absolument, puisque je faisais partie de l'Assemblée provisoire, j'ai fait partie de la première Assemblée en 2000, l'Assemblée élue, et puis j'ai été viré par la ministre de la Justice quand elle a eu son fantasme de mettre en place les conséquences que nous avons à l'heure actuelle. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous faire un petit historique, mais bref, de cet exécutif musulman? Depuis quand il est né? Pourquoi est-il né? Alors, l'exécutif des musulmans a eu plusieurs périodes différentes. Il a été conseil des sages, il a été conseil technique, et puis il est devenu exécutif provisoire sous la coupole de M. Beyens. Et puis il est devenu exécutif à partir du moment où le ministre de la Justice de l'époque a accepté donc que nous puissions faire des élections pour élire notre exécutif. Mais déjà là, on parlait d'ingérence lors de la conférence, déjà là il y avait ingérence, puisque l'État belge s'est immiscé dans les élections pour dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, au lieu de faire un screening à l'origine, c'est-à-dire un screening à la candidature. On a fait un screening avant d'entrer dans l'exécutif et on a vu les résultats que ça a donné. Les trois quarts de l'exécutif, du premier exécutif officiel, étaient des gens cooptés et non pas des gens élus. Donc c'est quand même bizarre, le peuple n'était même plus représenté déjà à cette époque-là. Et après ça, on a eu l'épisode Boulif, contestation sur le premier président, puis M. Boulif, et puis Boulif n'a pas obéi à la ministre. Il a été viré et elle a fait d'autres élections parce qu'elle s'assort ministre du culte. Voilà. Je dirige le culte, donc c'est moi qui désigne qui se retrouve dedans. Et on a vu le résultat, un Boucher vice-président, des magouilles à n'en plus finir, et puis l'exécutif actuel, qui n'est que le digne successeur de ce qui se passe, avec 3 ou 4 personnes qui luttent à l'intérieur pour essayer de garder un semblant de légalité. Vous avez vu les 4 personnes d'ailleurs ici à la conférence. Alors il y a cette ingérence, c'est vrai que la population musulmane aujourd'hui est frustrée. Elle a un exécutif, mais elle ne sait pas de quoi il en va et quel est son rôle exactement. Alors quel devrait être le vrai rôle d'un exécutif musulman qui représenterait les musulmans ici en Belgique? Si vous voulez représenter les musulmans, il faut représenter les musulmans dans son entièreté. Ce qui est bizarre, cet exécutif ne veut s'occuper que du temporel, donc il ne représente pas les musulmans. Il représente une administration temporelle. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de musulmans? On n'a qu'à prendre des gens non-croyants et les mettre pour gérer l'administration, pour s'occuper de la formation des aumôniers, des imams et compagnie. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un exécutif? Si vous voulez qu'il représente l'exécutif, qu'il représente réellement les musulmans de Belgique, il faut aussi qu'il gère le religieux. Parce que dans l'islam, le temporel et le religieux ne font qu'un. Alors qu'on réponde au temporel pour répondre à la demande de l'État, d'accord, mais qu'on gère en même temps, si on se prétend représentant de cette communauté, qu'on gère également la sphère religieuse. Mais la sphère religieuse dans sa diversité. On n'est pas plus sunnite que chiite, que malékite, que hanafite. On est l'ensemble de la communauté. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans le fameux projet que veulent mettre en place certains membres de l'exécutif. Et on ne s'y retrouve pas. On ne retrouve pas la communauté. La majorité de la communauté sont des femmes. On ne les retrouve pas. Il faut quand même savoir que 60% de cette communauté sont des femmes. Elles ne seraient représentées éventuellement que par un élément. C'est quoi ce mensonge? Les convertis. On ne tient pas compte d'eux. Or, les convertis ont un avantage sur d'autres, c'est qu'ils n'ont pas le poids de la tradition sur eux. Donc, ils ont un islam, disons, plus ouvert, plus en conformité avec la vision qu'ont les autorités de l'islam de Belgique. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas. La preuve, vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a des gens qui partagent le même point de vue que nous. Mais ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'Africains. Or, nous avons plein d'Africains musulmans ici en Belgique. Ils ne sont pas représentés. C'est une ineptie. D'accord, il ne faut pas ethniciser la religion. Mais il y a une réalité du terrain et la réalité du terrain doit se retrouver dans un projet.
Cette réalité du terrain, le meilleur, ne serait-il pas la création d'une mosquée belge, belgo-belge, et des représentants belgo-belges? L'idéal, ce ne serait pas d'avoir une mosquée belgo-belge, ni d'avoir une mosquée pakistanaise, ni d'avoir une mosquée marocaine ou turque, c'est d'avoir une mosquée tout court. Mais hélas, nous en sommes loin. Parce que quand on entend le discours, non pas que vous avez entendu maintenant, mais le discours habituel, c'est des musulmans en Belgique. Et aussi longtemps qu'ils seront en Belgique, c'est-à-dire des troupes d'occupation, ils auront une vision de troupes d'occupation. Le jour où ils seront de Belgique, comme doivent l'être tous les citoyens ici, qu'ils soient belges ou non, toute personne qui réside sur le territoire de ce pays sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes règles, aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Mais aussi longtemps qu'ils se considéreront eux-mêmes comme des étrangers, ils veulent bien tous les droits, mais ils ne veulent pas assumer les devoirs. C'est pas normal. Donc aussi longtemps qu'on n'aura pas cette communauté de Belgique, on aura des problèmes de représentation. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a encore beaucoup de musulmans qui ont encore cette mentalité d'immigrer au lieu de citoyens. Beaucoup trop de ceux qui chapeautent, je ne dis pas des musulmans en général, de ceux qui chapeautent ou de ceux qui ont des projets, sont d'obédience de leur pays d'origine. Quand vous regardez que le projet, il faut donner des noms aux deux personnes qui réalisent en réalité ce projet. C'est d'un côté Kouskoun Biazgoul, ancien président de l'exécutif, mais membre très influent de la Dianet, puisqu'il en est le secrétaire général. Et de l'autre côté, vous avez un monsieur à double casquette, qui est inspecteur de l'enseignement de la religion islamique en Belgique, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État belge, et qui en même temps représente l'État marocain. Il faut choisir dans la vie. Ou tu es à gauche ou tu es à droite. Mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Comment faire pour se sortir de ces ingérences imposées qui viennent d'autres pays? Mettre une commission indépendante pour des élections réelles. Et quand je dis indépendant, c'est indépendant de tout pouvoir, que ce soit de l'État belge, que ce soit des États étrangers. C'est une commission indépendante d'experts. Pas besoin d'experts musulmans. On prend des experts, quelle que soit leur obédience, pour gérer la problématique de la mise en place de ces élections et le contrôle réel. Parce qu'on a vu par le passé qu'on avait mis le centre d'égalité des chances, l'État belge dedans, et chaque fois il y a eu des manipulations. Alors la question qu'on se pose, est-ce que tous ces problèmes-là ne sont qu'au sein de l'exécutif musulman? Est-ce qu'il existe un exécutif judaïque, un exécutif chrétien? Dites-vous bien que ce n'est pas inhérent aux musulmans. Des problèmes, il y en a partout, disons que les autres le cachent mieux. Chez nous, on ne sait pas cacher, chez nous, on ne sait pas régler nos problèmes entre nous, on ne sait pas laver notre linge sale en famille. Dès qu'on a une opposition, on va en justice. Regardez le nombre de procès qu'il y a eu à cet exécutif depuis Malou Jacquemoun, c'est épouvantable. Le seul exécutif qui a fonctionné convenablement est l'exécutif géré par le docteur Beyens. Parce que c'était quelqu'un issu d'une minorité et qui pouvait calmer les majorités. Aussi longtemps qu'on prendra soit un Turc, soit un Marocain pour gérer, on aura toujours les mêmes problèmes. C'est « je suis président, je décide ». On vient de virer Ben Ali, mais des Ben Ali, on en a plein, l'exécutif. Donc on voit bien que c'est des gens de l'exécutif qui ont subi les luttes pour le pouvoir interne, et donc qui essaient de réagir. Mais ça reste un petit combat interne et on voit bien que les musulmans en général, ils l'ont dit, sont très loin de... Alors pour vous, quel est le rôle d'un exécutif musulman ici en Belgique? Vous êtes belge, vous êtes musulman. Est-ce que vous vous sentez représenté par cet exécutif? Ben non, je ne me sens pas représenté. Et je parlais justement tout à l'heure avec Youssef Abderrahman Youssoufi, qui est un des membres de l'ADMB, et je lui disais, voilà, donc pourquoi moi déjà l'exécutif ça ne va pas? Parce qu'il y a un screening à la base. Donc l'État sélectionne les candidats et sans exposer le motif de sa sélection. Et c'est ça qui est vraiment insupportable. Donc pour moi, l'exécutif, tant que ce problème de screening n'est pas résolu, l'exécutif n'a pas de légitimité. Ça, clair et net. Peut-être qu'il y a des critères de sélection qui doivent être établis du côté de l'État, mais ça doit être clair. Et du point de vue des musulmans aussi, nous avons besoin d'établir des critères de sélection pour ne pas voir n'importe qui arriver, commencer à diriger nos affaires, mais ça doit être défini au départ. Qu'attendriez-vous, vous, d'un exécutif musulman? Vous, citoyen, vous avez un exécutif qui serait, admettons, parfait. Qu'est-ce que vous attendriez de cet exécutif?
qui gère les affaires de la communauté musulmane. Donc, quel genre? bonne question. Quel genre? Jusqu'à présent, les prérogatives de l'exécutif, c'est désigner les professeurs de religion, désigner les aumôniers dans les prisons. C'est fort limité. Maintenant, moi, je verrais ça quand même un peu plus large. Donc, la gestion de la zakat, par exemple. Donc, la perception de la zakat pour les musulmans et donc la redistribution, notamment pour les pauvres. Donc, peut-être faire des projets avec cet argent pour des projets sociaux, par exemple. Ça, c'est un point. Les écoles musulmanes. Mais moi, je pense que nous, les musulmans, nous avons besoin de nous rendre compte qu'on doit créer nos propres écoles parce qu'on voit bien qu'il y a un blocage. Et donc, si on ne fait pas une petite concurrence, et pour dire, voilà, nous aussi, on va faire nos écoles et avec toute l'ouverture possible, donc de principes qui existent aussi dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement d'État. En principe, il y a une ouverture, alors qu'on voit bien que l'ouverture du point de vue du port du foulard, justement, elle est limitée. Nous, je pense qu'on a aussi besoin de faire nos écoles et de montrer l'exemple aussi. Donc, comment nous on pense, comment nous on conçoit l'enseignement. Ça ne renfermerait pas la communauté sur elle-même, le fait qu'il y ait des écoles privées rien que pour les musulmans? Voilà, donc c'est ça la question. Est-ce qu'on fait des écoles géré par des musulmans, un corps professionnel, un corps professoral exclusivement composé de musulmans avec des élèves exclusivement musulmans pratiquants. Ça, c'est une solution, mais moi je vois pas les choses comme ça. Je vois plutôt des écoles musulmanes ouvertes, donc avec une direction musulmane bien sûr, mais qui acceptent des professeurs musulmans, non musulmans, ainsi que les élèves. Une ouverture. Ce que nous sommes d'ailleurs, nous sommes des gens ouverts. Un autre sujet, un dernier sujet, il y a un grand marché qui s'ouvre, c'est le marché du halal. Du halal, est-ce que vous pensez que c'est le rôle de l'exécutif musulman que de créer des institutions pour labelliser le halal? Oui, je crois que c'est nécessaire. Parce qu'on voit bien que donc n'importe qui commence à mettre halal comme ça et on ne sait pas si c'est halal ou pas finalement. Donc on est obligé de les croire oui, ce serait un projet de l'exécutif de faire un label et d'engager des gens pour vérifier. Alors, je tiens d'abord à vous présenter donc la plupart des membres de l'ADMB, puisque Alternative démocratique des musulmans de Belgique, je le condense en ADMB pour faciliter les choses. Et donc, les membres ici présents. Donc, vous avez entre autres Monsieur El Yousfi, qui est l'expert de notre alternative, et qui s'est penché donc sur le dossier de l'exécutif depuis des années. Vous avez à ma gauche Monsieur Iqbal Qureshi, qui est, je dirais, le doyen de l'institution, qui est impliqué dans l'exécutif depuis 1998. Vous avez à ma droite M. Fatalla, qui est membre de l'exécutif. Et dans la salle, donc, vous avez la présence de différentes personnes, à savoir Zahra Gonoueddine, qui est membre de l'exécutif et de la DMB, bien sûr aussi. Vous avez M. Doulfikar Ali Moussa, qui est un ex-membre de l'Assemblée générale avant 2005, qui a été investi en tant que responsable d'une mosquée reconnue, en tant que représentant de la communauté pakistanaise dans la fameuse commission de renouvellement élargi qui est en charge du dossier actuellement depuis 2010 et qui, donc, dernièrement, malheureusement, s'est vu gentiment prié de quitter cette commission pour incompatibilité évidente entre notre vision du renouvellement et celle officiellement présentée à l'exécutif. Vous avez donc finalement de manière générale des membres de l'Assemblée générale actuelle aussi qui soutiennent notre démarche et donc que je n'oublie pas de me présenter moi-même aussi, donc Isabelle Prel qui suis donc vice-présidente de l'exécutif des musulmans de Belgique et qui suis membre aussi donc de la DMB. Au niveau des interventions, donc j'introduirai par une présentation de la situation en gros.
Après, donc, ce sera mon voisin, M. Koreshi, qui fera une intervention en néerlandophone, en néerlandais. Je ne sais pas si il y a des participants néerlandophones dans la salle, mais donc le régime linguistique oblige, donc voilà. Et donc, on terminera par l'intervention, au niveau d'intervention de M. Eliusfi, qui donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous fera un exposé d'une analyse plus technique de la situation au niveau des dossiers que nous défendons, pour clôturer donc par normalement une demi-heure de questions-réponses entre vous et nous, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, je débuterai par une mise à l'honneur à l'échelon européen du système neutre belge de reconnaissance et de gestion égalitaire de la pluralité des cultes. La reconnaissance du temporel du culte musulman fut effective en 1974 avec le don de la mosquée du cinquantenaire par l'État belge à l'État saoudien. En 1989, un arrêté royal a franchi le dossier de la gestion saoudienne et durant plusieurs années, cette procédure connaîtra de multiples expectatives. Conseil supérieur, conseil provisoire des sages, comité technique, assemblée constituante, exécutif provisoire. La question de l'époque, comment trouver un mode d'organisation autonome, représentatif, afin d'obtenir des interlocuteurs légitimes. Alors de 96 à 98, des concertations massives seront opérées par l'exécutif provisoire. Ces larges consultations comptabiliseront non moins de 1400 personnes issues du monde associatif, de mosquées, de la société civile, d'académiciens, de théologiens. Les conclusions, actées dans le rapport relatif aux modalités de la mise sur pied de l'organe chef de culte exécutif des musulmans en Belgique en 1998, mettront en exergue le choix de la communauté, et donc je précise bien le choix de la communauté, de recourir à des élections générales. Ce processus de démocratisation sera avalisé par le ministre de la Justice de l'époque en charge du dossier et reconnu par l'arrêté royal du 4 mai 1999 qui précise que les membres siégeront à titre personnel mais en tant que représentants de l'entièreté de la communauté. Depuis plus de 10 ans d'existence, certaines missions ont été rencontrées, à savoir la nomination des professeurs de religion musulmane et des conseillers musulmans dans les prisons, IPPJ et hôpitaux, la reconnaissance des mosquées, des imams, les parcelles d'inhumation. Cependant, de nombreuses incohérences et dysfonctionnements ont mis à mal l'exécutif. Inculpation, mauvaise gestion, démission en bloc. Pour permettre à l'institution de recouvrer une certaine crédibilité et légitimité, et représentativité bien sûr, l'autorité de tutelle a réduit les subventions et a mandaté l'équipe en fonction depuis 2008 pour organiser une large concertation avec toutes les composantes de la communauté afin de proposer un nouveau mode de renouvellement. Cependant, engagé dans une dérive communautariste particulièrement inquiétante, un nombre restreint de membres de l'exécutif des musulmans de Belgique ont confisqué le processus de consultation qui devait mener à une refonte de l'institution et à son autonomisation. Exclusion de membres de l'AG et de l'EMB qui ont une vision différente. Nous, dont moi, entre autres, on sollicitait constamment pour avoir recours à une méthodologie de travail professionnelle. On sollicitait pour avoir des appels à projets au sein de la communauté. On demandait de faire référence à des appels, à des experts, mais malheureusement, donc, pas de transparence. À l'heure actuelle, donc, il y a un embargo clair en interne sur tous les PV, sur tous les documents et sur le dossier. Même moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas au courant de l'évolution du dossier qui devra prochainement être remis au ministre. Pour en rajouter que même les femmes, en tout cas par rapport à cette concertation, ont clairement été exclues et que les aveux sont clairs dans le dossier même de l'exécutif. Vous prenez la page 10, le point cooptation, eux-mêmes mettent en évidence que les femmes n'ont aucune possibilité de pouvoir émerger dans le système qui est préconisé par l'exécutif. C'est pour ça qu'ils s'orientent vers un système de cooptation pour avoir 3 femmes qui pourraient être dans l'Assemblée générale, pour en avoir une qui pourrait éventuellement siéger à l'exécutif. Bref. En s'appuyant sur des organisations proches, voire directement dépendantes d'États étrangers, ces personnes s'apprêtent à proposer au ministère de la Justice et des Cultes un dossier de renouvellement dénu de toute légitimité. C'est un dossier qui n'est pas avalisé ni par les membres de l'exécutif, ni par l'Assemblée générale. La plupart des membres de la commission de renouvellement qui a été élaborée en 2010 sont eux-mêmes contre la reconnaissance. Je dis bien, sont contre la reconnaissance. Ils n'ont même pas inscrit leur mosquée dans la procédure. Certains se présentent comme représentants d'unions, mais ces unions de mosquées sont des unions de mosquées fantômes. Si vous réfléchissez, si vous analysez, vous verrez que ce sont des cocottes en papier qui ont juste une présentation officieuse, mais dans le fond, il n'y a rien du tout de concret.
Et vous avez, ce qui est encore plus inquiétant, finalement des personnes qui ont des casquettes diplomatiques, qui ont des casquettes multiples, où le conflit d'intérêts est clairement interpellant. Vous avez en plus des ex-membres de l'EMB qui ont été discrédités suite aux inculpations et démissions, des membres en plus que je pourrais carrément caricaturer comme étant analphabètes, qui ne connaissent même pas ni le néerlandais ni le français. Comment peuvent-ils apporter leur participation claire dans ce dossier ? Alors je me rends compte finalement que nous sommes confrontés à des individus issus de groupes majoritaires de la communauté musulmane qui veulent imposer leur dictature à tous les citoyens belges musulmans. Et alors de se rendre compte que finalement, en effet, des pays d'origine ont régulièrement manifesté une volonté d'afficher, de contrôler la population musulmane de Belgique et de maintenir une mainmise sur leur processus d'intégration au sein de la société belge. Profitant du découragement des communautés musulmanes, suscité par un processus d'institutionnalisation trop souvent instrumentalisé, ces quelques ex-membres de l'EMB développent une modalité reposant uniquement sur 3 organisations, 2 turques et une marocaine, ne représentant que 120 mosquées sur les 300 recensées en Belgique. Et ce, sans aucun contrôle des instances officiellement représentatives des musulmans de Belgique, à savoir l'Assemblée générale de l'exécutif. L'institution qu'ils proposent gérerait, sans rendre de compte à personne en Belgique, les processus de reconnaissance des mosquées et de désignation des imams, ainsi que les nominations des enseignants de religion islamique et des conseillers islamiques en milieu carcéral. 4 domaines fondamentaux pour la gestion d'un islam qui doit être en harmonie avec la société belge. L'enjeu est donc de taille, et des États étrangers ne s'y sont pas trompés. L'exemple récent de la Tunisie bénaliste et de l'Égypte ont pourtant démontré le danger qu'une telle perspective peut faire peser sur l'avenir des Belges de confession musulmane, abandonnés à la coupe de pouvoirs extérieurs souvent peu démocratiques. Alors qui est la DMB et que propose-t-elle ? La réaction des musulmans à ce semblant de projet ne s'est pas fait attendre. Ainsi s'est constituée la plateforme Alternative démocratique des musulmans de Belgique, qui regroupe des forces vives de toutes les composantes de la communauté musulmane de Belgique, sans distinction d'ethnie, de genre, ni d'école juridique. Elle compte en son sein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des membres actuels de l'exécutif et de l'Assemblée générale, d'anciens membres investis dans l'Assemblée générale dans la période précédente 2005, des experts et d'autres personnes concernées par le dossier de l'islam de Belgique. Cette dernière a pour vocation de promouvoir un organe chef de culte de tous les musulmans de Belgique, représentatif, démocratique et indépendant de toute forme d'ingérence. Une partie de la solution dépend éminemment des autorités belges. M. Stéphane de Klerk, actuel ministre de la Justice et des Cultes, a demandé à l'EMB d'ouvrir le processus de consultation. Ce dernier n'a fait que de façon formelle des auditions pour donner des gages au pouvoir subsidiant. Rien n'a changé dans le fond. Quand l'EMB déposera son dossier, le ministre devra se poser les bonnes questions. Quelle sera la légitimité d'un tel projet de délégation à des organisations dépendant directement de l'étranger ? Qui a participé à son élaboration et comment ? À qui profitera un tel montage ? Et surtout, qui en sera exclu ? Les femmes, les minorités, mais surtout la majorité des citoyens belges de confession musulmane. Question subsidiaire. Dans le contexte d'une crispation grandissante des identités, de repli sur soi, mais aussi de guerre contre le terrorisme, est-il stratégique pour la Belgique d'abandonner ses communautés musulmanes à la gestion d'États tiers qui instrumentalisent la religion de leurs citoyens en fonction de l'ère du temps et de leurs besoins strictement nationaux ou de positionnement international ? La DMB revendique une véritable alternative démocratique, ainsi que la volonté de tourner le dos à une gestion paternaliste de l'islam de Belgique, retour à la base et implication de toutes les composantes de la communauté musulmane de Belgique par le système des élections générales. La saga EMB n'a que trop duré, bientôt 40 ans de tentatives d'institutionnalisation sans vision cohérente qui ont mené à une débâcle où chacun cherche à maximaliser ses bénéfices au détriment des citoyens belges de confession musulmane, fatigués d'une telle gabegie. La Belgique doit dire clairement quelle stratégie elle veut mettre en place pour répondre aux besoins cultuels de ses citoyens de confession musulmane et agir de manière conséquente. Les Belges musulmans, démocratiquement matures, feront le reste. Loin des ingérences extérieures, ils mettront sur pied une institution indépendante et qui fonctionne. Je vais me permettre quand même une petite parenthèse parce que je me rends compte que j'ai oublié de présenter un membre important de notre alternative, M. Karim Deinart, qui donc lui aussi est un ex-membre de l'Assemblée générale et qui s'investit donc depuis très longtemps dans le processus actuel. Donc je vais passer la parole à M. El Youssoufi, donc qui va vous présenter l'approche technique des dossiers.
Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je tiens à vous remercier d'abord d'avoir répondu à notre invitation et pour l'intérêt que vous portez à ce dossier de l'institutionnalisation de l'islam de Belgique, parce que nous considérons que ce n'est pas seulement un dossier qui concerne les musulmans, mais ça concerne aussi tous les citoyens belges. Dans la mesure où cette institution, c'est vrai qu'il est habilité à gérer le temporel du culte musulman, mais en même temps, c'est une institution qui doit donc normaliser les rapports sociaux et doit socialiser les citoyens musulmans. Donc ça concerne tout le monde. Voilà. Donc je suis chargé dans cette intervention brève de vous présenter le projet de l'alternative démocratique des musulmans de Belgique. Mais dans un souci méthodologique, j'aimerais quand même vous toucher un petit mot sur les concertations de l'intérieur. Comment se sont vraiment passées ces concertations, pour un peu illustrer ce qui a été dit, pour que vous soyez convaincus de notre démarche. Voilà. Et ensuite, vous touchez un mot sur le projet de l'exécutif des musulmans de Belgique qui est censé être présenté au ministre, et enfin l'alternative que nous proposons. Alors, pour mener les concertations, l'exécutif des musulmans de Belgique a dû créer une commission de renouvellement. Quand on parcourt la liste des membres de cette commission et de son évolution, nous constatons les choses suivantes. Une surreprésentation des grandes fédérations et des unions de mosquées, qui a comme conséquence directe un choix sélectif des personnes à inviter pour les concertations. En agissant de la sorte, les travaux de concertation, le discours des intervenants et par conséquent les décisions qui vont être prises quant au mode de renouvellement ont été fortement influencées par la composition ou par la présence de ces grandes fédérations. Ainsi, nous avons remarqué donc une absence de débats contradictoires dans ces concertations. Il s'agissait de faire un exposé. Donc, personnellement, nous avons assisté à ces concertations. Il s'agissait, dans un programme de la journée, d'exposer le bilan de l'exécutif et de laisser une petite heure pour les questions-réponses. Donc, il n'y avait pas un débat de concertation. Il n'y avait pas de débat contradictoire. Alors, ce que nous avons remarqué aussi, c'est qu'il y avait premièrement, une absence de débat contradictoire. Deuxièmement, il y avait aussi un évitement de discussion sur le dysfonctionnement de l'institution. Donc, on a essayé d'éluder tous les problèmes que les gens voulaient énumérer par rapport à cette institution-là. Mais malgré la volonté de la Commission de vouloir cadrer le débat en évitant d'évoquer les problèmes de fonctionnement, la plupart des intervenants, dont je faisais partie bien sûr, ont pu mettre l'accent sur les principaux problèmes que l'exécutif a traversés. Et ces problèmes, je vais vite les énumérer. Donc ces problèmes-là, on ne les invente pas, ce sont des problèmes qui ont été cités par les personnes concernées. Des problèmes relationnels, donc il y a des conflits. Par rapport aux conflits, il y a l'incapacité de gérer ces conflits. Problèmes de compétences, manque de représentativité, dépendance financière, ingérence des États étrangers, manque de légitimité, le screening. Voilà. Donc, étant donné l'absence de débat, on n'a pas pu traiter ces problèmes dans ces concertations-là. Pour qu'on puisse cibler les solutions par rapport à ces problèmes et envisager les objectifs pour proposer des activités pertinentes. Donc, on les a plutôt éludés et négligés pour se concentrer uniquement sur une seule chose, la méthode de renouvellement. Par rapport à celle-ci, il s'est dégagé à la fin des concertations 3 grandes options. La première option, les élections uniquement dans les mosquées. Deuxième option, les élections générales. Et enfin, une troisième option, un système de délégation. Alors, les 2 premières options ont été arbitrairement écartées et on a simplement retenu, je ne sais pas par quelle baguette magique, le système de délégation. En excluant ainsi les groupes minoritaires, les mosquées qui sont indépendantes et qui ne sont pas attachées à des fédérations, et les autres composantes des communautés musulmanes, comme les minorités ethniques, les femmes, les convertis et les jeunes, pour lesquels, évidemment, cette institution, normalement, devrait servir. Alors, ce système de délégation serait, dans ce projet, réalisé en 3 phases. Première phase, c'est la constitution d'un conseil général des représentants de 308 mosquées de Belgique. Ces 300 représentants des mosquées vont déléguer 51 personnes donc, pour siéger à l'Assemblée générale. Et enfin, cette Assemblée générale délègue 15 personnes pour siéger à l'exécutif, à qui s'ajoutent 2 coptes. Alors, contrairement à ce système de délégation qui exclut une grande partie des communautés musulmanes, l'alternative démocratique des musulmans de Belgique propose des élections générales dans les mosquées et dans les lieux publics. Bien sûr, une structure idéale instituée par un suffrage universel n'existe pas, mais celle que l'ADMB
propose a l'avantage d'être une structure démocratique et parce qu'il porte un projet avec une vision claire et cohérente dans une approche participative et en toute transparence. Alors, la philosophie de ce projet est mieux centrée vous avez remarqué, sur l'aspect fonctionnel plutôt que sur l'aspect structurel. Et nous disons en un mot, quelle que soit la structure proposée, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, et c'est cette gouvernance que nous reprochons justement à l'ancien exécutif, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, on aura toujours les mêmes problèmes. Ainsi, dans notre projet, nous proposons une conception mieux élaborée du projet et une analyse approfondie de la situation avant de proposer un mode de renouvellement. En analysant les concertations menées par l'exécutif des musulmans de Belgique, nous avons mis en évidence les choses suivantes, auxquelles nous alternons nos propositions. Première évidence, une instrumentalisation des personnes invitées pour se concerter, et nous proposons, nous, dans notre projet, de faire de ces personnes des acteurs et des parties prenantes au projet. Deuxième évidence, aucun traitement des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces concertations. Nous, dans notre projet, nous proposons de reprendre ces problèmes, d'envisager ensemble, et avec les propositions qui ont été formulées dans les concertations, des solutions à ces problèmes que nous déclinons en objectifs bien précis, avec des résultats mesurables et chiffrables, et avec des actions pertinentes pour arriver à ces résultats. Alors, et enfin, la dernière évidence, c'est pas la dernière, mais la plus grande des évidences qui ressort dans ces concertations, c'est qu'il y a une émergence flagrante d'une stratégie pour implanter un islam réfléchi et planifié de l'extérieur. Nous proposons, nous, dans notre projet, une stratégie et une planification d'un islam de Belgique, pensé et réfléchi localement, en respectant la diversité et la complexité de la réalité des citoyens musulmans, telle qu'elle est vécue et non pas telle qu'elle devrait être vécue. Pour cela, nous suggérons des concertations plus élargies et méthodologiquement mieux élaborées, dans un premier temps. Des élections générales dans des mosquées et des lieux publics dans un second temps, et de ce fait atteindre un maximum de composantes des communautés musulmanes de Belgique.